Donc, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la boutique Potemkin. On est très heureux de vous voir aussi nombreux. Je fais un court rappel des rencontres de la boutique qu'on organise depuis une dizaine d'années. Régulièrement, une fois par semaine, on fait venir, on a un invité. Le prétexte est assez simple, c'est une sortie DVD ou Blu-ray ou la sortie d'un ouvrage. Et cette semaine, c'est un peu particulier parce qu'il y a une sortie salle, une sortie cinéma mercredi dernier, la sortie d'un ouvrage, donc une actualité forte autour d'un ouvrage qui est consacré des films de Nadav Lapid. Donc merci Nadav de venir à la boutique. Tu avais déjà reçu, c'est la troisième fois je crois. Tu étais déjà venu avec d'autres réalisateurs, il y avait Daniel Hardy, Michael Hertz. Je crois, on avait fait une rencontre pour la revue Réplique, et puis tu étais venu pour le genou d'Aed, voilà, pour la sortie DVD et de Blu-ray. Avant que j'oublie, je remercie évidemment les éditions de l'Œil, qui ont fait un super travail autour de cet ouvrage, qui est dirigé par Morgane Poquet. Voilà, merci Morgane d'être présent également. Voilà, on se donne une heure pour le dérouler, c'est une heure de discussion avec mes questions, vos questions, voilà, la discussion là où elle va, où tu as envie qu'elle aille aussi, Nadav, et Morgane évidemment. Et puis après, le temps de la dédicace de l'ouvrage pour ceux que, voilà, comme ça me permet d'avoir un échange avec Nadav et Morgane. Je fais juste une petite courte bio de toi, Nadav. Tout le monde te connaît, mais on sait que tu es cinéaste, acteur, écrivain. Tu mettais un parcours assez fou. Tu as été poète très, très jeune, enfant, tu as été photographe de mariage, tu as fait ton service. Mais en fait, en voyant tes films, on apprend énormément de choses de ce que tu es, ou de ce que tu n'es pas peut-être. Tu as fait des études d'histoire de philo, et puis tu as quitté Israël, tu es venu en France. On repassait justement Synonyme, qui nous fait un peu approcher de ce que ça a pu être cette rencontre avec la France, avec Paris, avec la ville de Paris. Donc ça en 99, et après tu retournes, avec beaucoup de colère évidemment, tu es arrivé ici avec énormément de colère face à ton pays, face à Israël. Après tu es retourné en Israël et tu as fait une école de cinéma. Et là tu as fait tes premiers courts-métrages. Et tout le livre retraverse cette discussion, ces 3 temps de discussion, retraverse un peu tout ce parcours-là. Et je donne des noms un peu jalons de tes films pour que tout le monde les ait en tête. Il y avait des courts-métrages que je n'ai pas vus, tes premiers courts-métrages, et ça m'a rendu très curieux. J'ai pas vu Road, j'ai pas vu Mahmoud travaille dans l'industrie. Ça m'a rendu très 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 curieux de voir ces premiers films qui n'existent plus, quoi, je crois qu'ils sont invisibles, malheureusement. Non, ils sont pas invisibles. Ah, ils sont pas invisibles. Ah, d'accord, ils sont visibles. D'accord, ok. Non, mais Mahmoud, il est invisible. La vraie version, là. Oui, la vraie version. La vraie version est invisible. Voilà. On a toute l'histoire, voilà, ce qui est des films qui doivent rester dans des tiroirs. Ça m'a beaucoup plu aussi. Voilà. 2008, donc Le Policier. 2014, Institutrice. 2019, donc Synonyme, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin. 2021, le Genou d'Aed, donc qui a eu le prix du jury à Cannes, ex aequo avec le film d'Avi Chatpong, Memoria. Et 2025, oui, yes. Voilà. C'est Morgane Poquet donc, qui dirige cet ouvrage. Donc un petit rappel aussi biographique pour Morgane. Tu es actuellement programmateur des films du Rutli à Genève. Tu as été programmateur du cinéma Le Concorde. Tu étais membre du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs de 2019 à 2022. Et tu as coordonné en 2021 la Fabrica du Festival Entrevue de Belfort, consacré à Nadav Lapid. Alors c'est peut-être là, juste une première question, et après on passera le micro à Nadav évidemment, mais de ta première rencontre avec Nadav, votre relation et puis cet ouvrage. Déjà merci pour l'accueil. Notre première rencontre, on calculait un peu hier soir, je crois que c'était en 2011, donc il y a presque 15 ans, lorsque Nadav est venu
présenté le policier au Festival des Trois Continents à Nantes, où je travaillais, pour le dire rapidement, et on s'était rencontrés pour un entretien, et en fait, je crois pas fait d'entretien, on a été boire des coups au bar, et depuis, on ne s'est pas trop quitté, je crois. On est resté assez proches, et donc voilà pour la rencontre. Tu veux préciser? Ça va, c'est ok. C'est fidèle à ton souvenir? Plus ou moins. Non, je me souviens que tu m'as dit que... Mais je me souviens plus quelle phrase je t'avais dit qui t'a beaucoup blessé lors de cette rencontre. Déjà. Qui t'a beaucoup vexé. Choqué. Choqué, ok. Qui t'a beaucoup choqué et que ça t'a pris du temps de t'en remettre. Donc je me souviens mais en fait, je me souviens plus de la phrase, c'était quoi déjà? Tu m'avais dit au début de l'entretien qu'on n'a jamais terminé, et tu me disais « je veux faire de l'anti-cinéma ». Oui. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Oui. Et je comprends toujours pas peut-être, mais c'était une phrase qui m'avait, oui, heurté, choqué, je ne savais pas exactement de quoi il en retournait. Qu'est-ce que c'est l'anti-cinéma, Nadav? C'est un sujet, vous avez 2 heures. 3 parties, 2 sous-parties. Enfin, la quantité de choses, y compris des bêtises que j'ai dit seulement au cours de ces derniers jours. Et donc là, tu me demandes de traiter de toutes sortes de propos que j'ai... Non, mais donc plus simplement, le livre ouvre sur Yes et sur votre rencontre, et qui est juste à la projection de Yes à Cannes, qui a été un moment quand même assez important, et c'est assez intéressant parce que on te voit dans un état, je pense qu'il ne doit pas être le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose d'un peu insatisfait de si la personne n'aime pas le film. Il y avait une sorte de pression comme ça, elle a le droit de quitter la salle et je comprendrais. Il y avait quelque chose, et tu sortais de la salle de montage et de la validation du DCP. Ma question, c'est maintenant que le film sort en salle, donc il est donné au public, qu'est-ce que tu en es où par rapport à Yes? Je pense que je suis là où je suis plus ou moins toujours avec, une fois que mes films sortent, ils deviennent, ils se transforment, enfin, ils deviennent, ils commencent, d'abord, je ne sais pas si c'est un ami, mais en fait c'est toi-même le film, et puis petit à petit ça se transforme en ennemi qu'il faudra battre dans le futur. Enfin, moi, je regarde, au début, je pense, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, donc je dirais simplement, j'aime ce film. Enfin, je ne sais pas si vous aimez ou pas, mais moi je l'aime. Je me réjouis de voir certaines scènes du film, mais de temps en temps, quand il y a des avant-premières, ou là des débats avec le public, donc j'ai l'habitude de rentrer à la salle et regarder un peu le public avec l'écran et tout. Mais là il commence à m'inquiéter. Enfin, je commence à l'apercevoir comme une sorte Enfin, il y a déjà une rivalité avec le nouveau film qui n'est pas encore là, Bon, je pense que c'est vrai pour nous tous. On veut toujours croire que le mieux est encore devant nous. Ouais, alors déjà, moi personnellement, je trouve que déjà oui, déjà un film jalon dans ta filmographie, c'est quand même longtemps tu t'es heurté, tu es contre, tu es dans le non, là tu es dans quelque chose, tu essayes, oui. Et je trouve qu'au niveau de l'ampleur, de la dimension du film et de la façon dont il résonne ou fait résonner l'actualité, on est quand même dans quelque chose encore plus ambitieux par rapport au cinéma, par rapport à la foi que tu as dans le cinéma. Parce que ce film a été montré en Israël ou pas? Oui, une fois, il a été montré en Israël. Oui, je pense que oui. Moi, je pense que je suis quelqu'un, encore une fois, je pense que ça dérive de la... Enfin, moi, je suis arrivé dans au cinéma, pas par une cinéphilie. C'est pour cela, je pense que je suis toujours fasciné par les cinéphiles. Et moi, j'ai pas passé cette période de cinéphilie, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas cette cinéphilie, je meurs pas de curiosité de voir un film muet des années 20,
j'ai pas cette chose qui sanctifie. J'ai découvert le cinéma, j'ai grandi un peu avec le cinéma, mais après je l'ai oublié, je l'ai refoulé, je m'en foutais. Ta mère était quand même... Ma mère, oui, ma mère était montée au cinéma, ça, mais quand j'ai grandi en Israël, donc je l'ai jeté à la poubelle, je m'en foutais. Et je l'ai redécouvert plus tard à Paris. Et je l'ai redécouvert comme un moyen d'aller jusqu'au bout de quelque chose que je ne comprenais pas, qui était un état d'esprit, qui était un sentiment que j'avais quand je sortis dans la rue pour comprendre pourquoi je suis à Paris, pourquoi je suis ici. Donc, depuis le début, c'était pas... Enfin, je pense que je ne l'ai pas découvert comme un art. Je l'ai découvert comme une possibilité je ne sais pas, de comprendre qu'est-ce que c'est cette chose qu'on traverse, qui s'appelle la vie, et finalement on comprend peu, et après ça se termine. Donc depuis le début, pour moi, c'était lié d'une manière extrêmement forte Oui, depuis le début, j'ai regardé le cinéma comme un moyen de me sauver d'une impasse, mais afin d'utiliser le cinéma. Je n'ai jamais eu cette étape de spectateur passif. Et j'ai regardé des films pour comprendre qu'est-ce que moi je vais faire avec les sons et les images. Et c'est pour cela, je pense que j'ai toujours une... Je ne sais pas s'il y a ici des gens des films de Losange qui m'accompagnent tous les projets, mais toujours quand je rencontre des exploitants, toujours je suis fasciné d'entendre comment ils ont découvert le cinéma, parce que encore une fois, parce que je sens que moi j'ai pas eu cette étape de cinéphilie. Le cinéma était toujours pour moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris un café avec un ex-rédacteur en chef d'une revue importante. Et il m'a dit aujourd'hui la grande bataille, c'est entre le cinéma comme art et le cinéma comme, je sais pas, distraction, produit, etc. Et le monde se divise en deux. Et non, mais ça m'a énormément impressionné. Mais tu es d'accord ou pas? D'une certaine manière. Donc sur le coup, j'étais vraiment d'accord. Je suis sorti du café assez secoué. Je me suis dit, il faut batailler pour le cinéma comme moyen artistique. Le cinéma. Mais pour moi, c'est pas mon lien subjectif avec le cinéma. Je pense que moi, je fais des plans pour exprimer 2-3 sentiments essentiels, très très simples, très basiques, qui accompagnent ma vie, et je pense qu'ils accompagnent d'ailleurs la vie de tout le monde, je ne sais pas. Oui, amour, je ne sais pas, amour et sexe, haine, mort, solitude, c'est plus ou moins ça, mais avec chaque plan, je pense que j'essaie toujours d'aller au bout un de ces sentiments. Et d'ailleurs, je dois dire que dans les dialogues avec Morgane, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie aussi chez toi, parce que je sens que tu en paix comme moi, je pense, tu utilises, tu profites de presque chaque phrase, de chaque papier que tu as écrit et quand tu étais encore critique, pour dire la chose qui te compte le plus. Je ne sais pas pourquoi tu vis. Et dans ce sens-là, je pense que tu étais un intellectuel ému. Et je me souviens que Morgane m'a dit quand il a écrit, dans un moment, je sais pas, quand on tournait je ne sais pas où, il m'a dit, parce qu'il a dédié le film à sa mère.
Les livres. À sa main. Et il m'a dit, tu sais, tous ces livres, je les fais pour une seule raison, pour ces dédicaces. Et moi, et au début, ça m'étonnait. Non, tu l'as fait pour écrire. mais en fait, après j'ai admiré ça, parce que je me suis dit, si c'est à travers mes films qu'il pouvait parler avec sa mère, qui est peut-être une des 2-3 choses qui lui comptent le plus dans la vie, je trouve ça énorme. Moi aussi, pendant des années, j'ai parlé à travers mes plans avec ma mère. Donc dans ce sens-là, il y avait quelque chose qui... Vous comprenez? Ouais, non, mais je suis assez étonné de voir comment... pas du tout du complexe par rapport au cinéphile, mais qu'il y a quelque chose comme ça, où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te manquerait par rapport à ça, ou que ton moteur ne serait pas celui-là. En même temps, quand on voit tes films, on sent bien qu'ils s'adressent à nous. Bah, ils viennent de toi, ils parlent de toi, ils parlent de tes tourments, de tes blessures, de tes joies, de tes envies, mais ils s'adressent fortement au spectateur et au monde dans lequel il est. C'est des films qui sont très contemporains, très, pour utiliser un mode politique, quelque part. Et là, ton film, oui, s'inscrit dans notre monde aujourd'hui, 2025, avec l'actualité qu'on connaît, avec une volonté, c'est un peu plus fort et généreux quelque part que ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu fais du cinéma politique? Puisque là, j'ai régné mon côté cinéphile, donc cité Godard qui disait ne pas faire de films politiques, mais faire politiquement des films, ça sera un peu bizarre. Mais tu fais politiquement des films? Oui, enfin, moi je pense que faire du cinéma politique, je comprends. Enfin, vraiment, sincèrement, si on fait des films pour, je ne sais pas, pour arriver à modifier, je ne sais pas, la réforme des retraites de Macron, c'est complètement inintéressant. Enfin, je veux dire, et on ne fait pas des films non plus, je pense, pour arrêter l'invasion sur les terrains, enfin, l'invasion israélienne à Gaza. On ne fait pas des films pour ça, parce que c'est... Pourtant, tu dis un peu le contraire parfois dans les interviews. Tu dis, je veux offrir aux Israéliens un miroir de ce qu'ils sont, afin que, je sais pas, il y a une foi quand même dans la capacité du cinéma à pouvoir modifier. Non, mais il y a une foi énorme dans la capacité du cinéma de modifier les choses. C'est juste que la politique, pour moi, encore une fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est la politique? Parce que enfin, je pense que moi je vais croire que la politique touche les guerres de la même manière qu'elle touche l'amour, et de la même manière qu'elle touche, je ne sais pas, un petit déjeuner d'un couple. Un petit déjeuner d'un couple comme on voit dans les films. C'est-à-dire, c'est comme si le problème, je pense, dans cette question, c'est que vous me posez une question qui a je pense, un petit aspect d'une formalité. Enfin, il y a une formalité. Enfin, quand on dit la politique, qu'est-ce que c'est la politique? C'est ce qu'on lit dans la rubrique politique du Monde. Ok? Et moi, je veux faire un film pour changer cette réalité dont parle la rubrique politique du Monde. Tout devient restreint et limité et sec et inintéressant, parce qu'en plus après tu te demandes, ok, comment le film sera mesuré si la réforme va changer, donc ça sera un film à succès, je veux dire, ça sera un bon film, et s'il a été vu aux Élysées, donc évidemment ça devient très bête, mais je pense que si on dit que dans les cinémas on laisse pas la moindre formalité de pénétrer cette chose qui doit être absolue et totale et toucher l'essence de nous-mêmes. Et donc la politique en fait partie, la politique dans le sens large, je pense, en fait partie, ou d'une certaine manière, puisque tout est aussi politique, et je pense que oui, que tout est aussi politique. Donc évidemment que ça touche aussi. La politique peut-être aussi toucher aussi l'amour d'un fils pour sa mère ou de quelqu'un pour ses enfants. Mais
mais il faut pas, je pense qu'il ne faut pas enfin, il faut pas tomber dans toutes sortes des classifications, classifications tout court. Le micro peut circuler, hein, non, je parle de ça aussi parce qu'il y a tout. Alors, le bouquin est passionnant parce qu'il rassemble aussi des gens qui sont vraiment les chevilles, les gens avec qui tu travailles, ta productrice, la productrice de Yes, Judith Lou Lévy, ta monteuse, tes chef-op, ton père aussi. Et donc, moi, je trouve assez passionnant de voir autant d'entrées et autant de sensibilité aussi, de voir comment tu travailles, et donc justement au niveau de la production, faire politiquement ici, au niveau de la production, j'ai appris plein de choses, de gens qui refusent de financer ton film, et que c'est une vraie bataille, et que tu es plus habitué aux portes qui se ferment parfois qu'aux portes qui s'ouvrent, dans tes films aussi. Donc c'est ça aussi, une façon de faire du cinéma, c'est pas impur, mais c'est le monde tel qu'il est. Et je sens que ton envie ou ton désir, il y a quelque chose d'assez, une envie de pureté aussi, de la façon dont tu as envie de faire du cinéma. Enfin, je pense que depuis que j'ai commencé à faire des films, je me suis beaucoup sali. Enfin, mais il n'y a pas peut-être une autre manière de le faire. Enfin, tu plonges aussi dans la saleté d'abord, presque, puisqu'il s'agit c'est lié à l'argent, donc c'est jamais extrêmement pur. Enfin, je pense que les cinéastes sont jamais purs. Enfin oui, enfin tu plonges dedans, mais je pense qu'à l'intérieur du film, pour moi, il y a une sorte des combats, de croire qu'il y a quelque chose au-delà. De croire qu'il y a quelque chose au-delà. C'est pour cela que je pense que, même si je pense que je ne crois pas trop à Dieu, mais il y a dans mes films une dimension, parce que je regarde. Non, mais je vois la lampe, oui, je vois les lampes. Mais non, mais je pense que des films, je sais pas, l'art est fait pour croire qu'il y a quelque chose au-delà de... Encore une fois, tu comprends de quoi je parle? C'est le titre du livre. Non, mais c'est le titre du livre, Description d'un combat. C'est un mot que tu vas utiliser. Peut-être pour revenir sur le livre, enfin peut-être pour prolonger, c'est que ce titre, c'est un titre que j'avais déjà utilisé pour la rétrospective intégrale de Nadav à Belfort en 2021. Et l'idée, c'était une description d'un combat, donc une des premières courts romans de Kafka, qu'il a publié, puis renié, puis remanié. Et c'est évidemment le film de Chris Marker sur la fondation d'Israël en 1960. Bon, Kafka évidemment, parce que, comme dans les films de Nadav, le personnage principal s'appelle K. Nadav, c'est Y. Je pense que le lien est sur l'absurdité du monde et sur la solitude des personnages de la fois de Kafka et de Nadav. Ça me semblait pertinent, si je suis modeste. Et évidemment, le film de Chris Marker, film aussi qu'il a renié par ailleurs, hein, puis on va travailler après. Sur la jeunesse du livre, tu m'en parlais un tout petit peu tout à l'heure. Oui, non, sur les entretiens aussi, sur votre rencontre à Cannes, et comment ça s'est fait de manière... C'était pas à Cannes, mais c'était juste... C'était avant, c'était vraiment la semaine précédente, oui. la projection à la quinzaine des cinéastes. Mais aussi sur l'urgence ce qu'il y a eu à faire ces entretiens-là, comme ils sont jetés, et comment vous y êtes jetés, et l'un et l'autre. Alors, très simplement, on s'est vu 3 fois à Paris, on s'est dit qu'on se voyait 3 fois comme les 3 chapitres du film, qui sont devenus les 3 chapitres du livre. La bonne vie, le chemin, la nuit. Et que c'était tout. Et par ailleurs, c'était bien parce que Nadav n'avait pas encore... il me semble que c'était bien. Nadav n'avait encore pas parlé du film. Moi, je l'avais vu précédemment avant la première projection. Et donc, j'avais déjà proposé à Nadav de faire le livre. Ça me semblait important. On va en parler pourquoi. Et donc on s'est vu 3 fois et tu faisais des allers-retours entre la salle de mixage,
finalisation du DCP. La première phrase que tu m'as prononcée et qui est restée dans le livre, c'est « Je suis mort ». À partir de là, il n'y a plus qu'à développer. Et voilà, puis après, il y a eu la projection à Cannes, on ne s'est pas parlé pendant un petit moment, et puis je commençais à retranscrire, bon, on échangeait pas mal quand même. Et puis après, on a eu l'idée avec mon éditeur de rajouter, et c'était à mon avis essentiel, puisque maintenant ça constitue presque la moitié du livre, des conversations, des entretiens avec les collaborateurs, collaboratrices de Nadav. Donc effectivement, Julie Lévy, sa productrice qui travaille avec toi depuis le jeune Gaël, ton père, ton co-scénariste, non déjà ton père, et après ton co-scénariste officieux depuis un certain temps, comme on peut l'imaginer, Shai Goldman, le fidèle des fidèles, très grand chef opérateur israélien, qui travaille avec Nadav depuis Le Policier, qui a fait tous tes films, sauf un court-métrage qui s'appelle La Première, qui est fait par un directeur de la photo français qui est peut-être là, Raphaël, je ne sais pas s'il est là, Raphaël, je ne sais pas s'il est là, et un texte sur ta mère que tu avais écrit après son décès, Nili Feller, monteuse également du cinéma israélien, qui travaille avec Nadav depuis le jeune Daed, après le décès de Hera Lapid, et évidemment la question du son, qui est, comme on sait, très importante chez Nadav, voire primordiale, avec donc Avila Delma, qui est à la fois ingénieur du son, mixeur, comme on dit, designer, sound designer. Voilà, donc ça fait... C'est ce qui apparaît en quatrième de couverture, hein, d'ailleurs. Ouais. Ça, tu connais, moi, je sais pas, Morgane ou Nadav sur le... Non, Nadav, je pense qu'il a découvert le bouquin il y a 2 semaines. Il savait quasiment rien. Ouais, moi, je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé. Donc, il faut dire de quoi il s'agit, peut-être. En fait, il se trouve que je collectionne un petit peu les textes de cinéastes qui envoient à des cinémas des conditions, des instructions évidemment de projection à l'époque en 35 mm. Aujourd'hui, ça se résume principalement à la question du volume sonore, puisqu'on ne peut plus toucher à la matière, c'est informatique. Un ami qui s'occupe d'un cinéma, Le Grand Action par ailleurs, m'a fait passer le texte que tu avais écrit pour les projectionnistes, et on l'a adoré avec mon éditeur. Pendant longtemps, c'était un texte d'ouverture du livre, et on n'arrivait pas à avoir la quatrième de couve. On écrivait des trucs assommants, enfin vraiment c'était une biographie, c'était chiant comme la mort. Puis on s'est dit, plutôt que de faire, on va mettre ça. Pendant longtemps, pendant un petit moment, on s'est dit qu'on allait mettre le mail des 2 ministres qui pouvaient interdire la projection de Ouya à Jérusalem. Mais c'était peut-être à leur donner un peu trop d'importance. Donc finalement, ça c'est plus du tout. Pardon ? Il ne le mérite pas. Oui, voilà, donc c'est plus dans le livre finalement. Effectivement, c'est ce qu'on s'est dit. Et voilà. Donc il y a quand même une préconisation donc que le film Oui devrait être projeté avec un niveau de son de 6.8. C'est précis, hein, minimum. Bon, ce qui est évidemment c'est un peu trop fort. Hein. Je me suis rendu compte que j'ai normalement, c'est 5,5. Oui, c'est ça. Non, mais même dans les cinémas, même 7, normalement, c'est un peu plus aller au-delà de 7, donc à 6,8, c'est évidemment. Après, on a failli changer, on a fait 8,6. Mais l'important, c'est plutôt ce qui entoure ce chiffre, les autres mots, qui me semblent assez beaux. Puis, comme on voulait effectivement être prêt, et ce qui c'est l'urgence aussi du livre, c'est fait que quand nos amis du film de Losange ont décidé de sortir le film au 17 septembre, il fallait courir. Il y a un moment, oui, quand ils jouent les clips, l'hymne national, je ne sais pas si vous avez vu les films ou pas, mais il y a un moment où, parce qu'il y a là-bas un billionnaire, il y a son bras droit, il y a le secrétaire, et la personne dit au secrétaire, parce qu'ils vont jouer les hymnes, il dit
mais les sons sont 70 décibels. Ce qui en fait, je pense, pour moi, c'était une manière de rappeler aux projectionnistes qu'il faut aller haut. En fait, c'était visé aux projectionnistes, pas au public. Hein. C'était une tentative, je sais pas, d'intégrer les instructions techniques à l'intérieur du film. Il y avait cette idée, je ne sais pas si elle passe, mais peu importe, en tout cas l'idée c'était, comme on parle vraiment de la fabrication d'un film, des films de Nadav, donc, je crois dans tout le livre de A à Z, ça va vraiment de l'idée, de l'écriture, du scénario, jusqu'au moment presque le plus important qui est la projection. Qui est comme ça tout, et ça, comme on n'a pas vraiment, on est en quatrième couverture. Nadav, dans ces entretiens-là, toi, qu'est-ce que ce voyage-là qui te fait traverser toute ta filmographie, qu'est-ce qui t'as envie de parler de quoi? Et qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui vient? Je pense que, encore une fois, pour moi c'était... Enfin, moi, à la base, j'ai de plus en plus mal avec des entretiens. Donc, je pense que... D'abord, je me rends compte de ça, quand je me rends compte de ça, je ne sais pas, comme un sentiment personnel, je pense que j'imagine qu'il y a beaucoup de... Enfin, que c'est vrai pour beaucoup de cinéastes, mais au tout début, j'ai adoré donner des entretiens, je rêvais pendant des années, avant de faire des films, j'ai marché dans les rues de Paris, et j'ai donné des entretiens imaginés, enfin, je me posais des questions, je me suis posé des questions, puis j'ai répondu, j'avais plein de choses à dire au monde. Et les films sont toujours énigmatiques, donc il fallait clarifier des choses. Donc, mais il y avait un moment, je pense que pour moi, les tournants, c'était plus ou moins avec Synonyme, à mon avis, où je commençais à souffrir. Et avec les genoux d'Aide, c'était déjà vraiment, j'avais du mal à supporter. Aussi avec Oui, je pense pas que je tirais énormément de plaisir de donner des entretiens pour ça. Mais par rapport aux échanges avec Morgan, je pense qu'il y a quelque chose qui pour moi était très... Enfin, il y avait pour moi un véritable plaisir, enfin je ne te dis pas, je ne sais pas ce que tu es ici, mais il y avait pour moi un véritable plaisir. Encore une fois, je pense que ça dérive du fait que je ressentais qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui nous a connectés, qui nous a attachés. Je pense qu'il y avait... Moi, par exemple, je dis vraiment pas aucune fausse modestie. Enfin, je me sens pas à la hauteur de certains cinéastes qui sont certains aussi des amis à moi par rapport à la force de l'analyse. Enfin, je pense pas que j'ai eu très très fort. Enfin, je pense que la force de l'analyse, c'est pas ma plus grande vertu. Et parfois, quand je lis des interviews, je suis émerveillé, je suis... Des interviews de toi? Quoi? Non, des interviews d'autres. Non, d'autres. Je n'ai pas des interviews de moi. Mais je pense que ce que peut-être j'ai, c'est que j'aspire, enfin, je peux pas supporter une vanité. Enfin, ça me désespère. Et plus le temps passe, plus donc j'aspire tout le temps. Enfin, ma seule manière de faire ça, c'est de tenter d'aller avec chaque mot à quelque chose d'essentiel. Et de ne pas... Et je pense que Morgan, enfin, là aussi, je pense que ça c'est rare. Enfin, quand j'ai commencé, parce que moi j'ai fantasmé énormément sur la France et sur le français avant que je vous ai rencontré. Et c'est-à-dire, comme enfant, j'ai admiré Napoléon Bonaparte, j'étais... Fan de Zidane? Oui, j'étais de Zidane aussi, mais à l'âge, je pense, de 7 ans, j'étais un nationaliste français. Mais j'ai lu que tu étais allé au musée de Madame Tussaud et tu t'es attaqué à la statue de l'amiral Nelson et qu'on t'a empêché. T'avais quel âge?
J'avais 7 ans. 7 ans. Il faut pas tout raconter. Non, ouais, non, c'est dans le livre. Non, je rigole. Ouais, ouais. Non, ça, c'est pas dans le livre. D'accord. Mais oui, c'est vrai. Et je pense que quand j'ai commencé à faire des films, j'avais une très grosse attente. Vous savez, quand on vient d'un pays qui est tellement pas cinéphile, tellement pas intellectuel, où il y a si peu de discours, ou même l'idée du discours paraît aux gens obscène. Et on arrive ici, au début, on a l'impression vraiment d'arriver au paradis. Enfin, moi, je me souviens que ça m'a choqué au début, que je sais pas, au café, la musique, enfin, on ne joue pas la musique hyper forte, du coup, les gens, ils peuvent vraiment échanger, et ils échangent, et ils croient que en disant des mots les uns aux autres, on peut arriver quelque part, que ce processus est possible. Et tout cela pour moi était vraiment... Tu as vu l'état de notre pays quand même. C'est pas même... Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec les temps, encore une fois, peut-être c'est raisonnable puisqu'il n'y a pas trop de féerie au monde, mais avec les temps, il y a une sorte de déception aussi qui commence à s'ajouter à ça, puisque et je me suis enfin, parce que j'ai l'impression toujours qu'avec un tel niveau de je ne sais pas, de culture, des fois la pensée, de dialectique, ça devait être mieux. Et même c'est pas mon rôle de critiquer les critiques, mais même parfois quand je lis un peu des papiers sur mes films, aussi de très bons papiers, je me dis mais ça doit et je sens qu'il y a un côté un peu radin sur les points existentiels. C'est comme si parfois j'ai l'impression que ces gens ils gardent, je ne sais pas, ils gardent des émotions, ils gardent un côté, ces côtés d'aller au bout, d'expérimenter la vie à travers les critiques, puisqu'ils sont critiques. C'est pour ça qu'il existe au monde, pour écrire des critiques. Donc à travers cela, ils gardent quelque chose comme s'ils pensaient qu'ils vont vivre encore, qu'il y a encore une vie à vivre. Donc ils ne comprennent pas que tout se passe là en ce moment, et que quand tu es un critique et tu écris un papier, tu dois aller au bout de même, je sais pas, enfin, tu dois... Écrire un peu avec son sang, quoi, quelque part. Oui, enfin, tu essaies de dire toi-même, de mettre toi-même, à mon avis, sur le papier. Peu importe si tu écris sur un film à moi ou un film à je ne sais pas qui, Cédric Lapiche, ou je ne sais pas, peu importe, je pense. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec Morgan. Enfin, j'ai l'impression que Morgan, il est enfin, même longueur d'onde que moi. Donc tout était assez facile. Il ne m'a pas exigé de donner des analyses, toutes sortes de fausses analyses dont je ne suis pas capable et j'invente rétroactivement. Il comprenait qu'il y a... Pourquoi dans cette scène la personne dit ceci ou dit cela. J'ai pas des moyens de répondre à ça sincèrement. Donc j'invente dans toutes sortes de réponses rétroactives qui peuvent être pas mal. Mais chez Morgan, je pense qu'il y a une autre... Enfin, je t'avais dit, c'est un intellectuel ému. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Je pense qu'il a beaucoup facilité le dialogue. Vas-y Morgane, si tu veux répondre. Non. Je voudrais juste dire que je suis là pour comprendre un petit peu mieux déjà si votre film a été projeté en Israël, comment ça s'est passé. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'argument du film, hein, la façon dont les critiques le perçoivent aussi, mais bien sûr, mais quand même, voilà, comment ça a été reçu, qu'est-ce que vous pensez de la réception en France, Enfin, c'est quand même l'aspect politique, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça cesse aussi, peut-être. Je vois, elle revient à cette question. Non, mais c'est une très bonne question, la réception en Israël.
Enfin, j'ai du mal encore à parler de la réception en Israël, puisque le film n'est pas sorti en Israël. Ah, c'est ça, voilà, d'accord. Et Il va sortir 23. il va sortir, il n'y a pas aucun parmi les distributeurs, enfin, les grands distributeurs, enfin, il n'y a pas énormément, mais il y a 2 ou 3 véritables boîtes de distribution en Israël. Aucune parmi ces boîtes était intéressée de sortir le film, et, y compris les distributeurs avec qui je travaillais depuis le début de mon parcours. Mais nous, on va sortir le film d'une manière indépendante. Il y avait une projection, là il y avait une deuxième, mais je n'étais pas là. Il y avait une projection, première du film au Festival de Jérusalem. Il y avait cette fameuse ou pas fameuse lettre qui a été mentionnée de ministre du gouvernement qui sommait le festival de déprogrammer le film. Le directeur du festival a décidé de ne pas répondre à cette lettre. Mais ils l'ont pas vu. Oui, évidemment, ils ne l'ont pas vu. Même si je dois dire leur description, enfin, dans cette lettre, ils font une description extrêmement détaillée du film. Complètement, je pense, pour moi, complètement fausse et bête, mais il y a une dimension de critique. Ces 2 ministres, je pense, ils ont vraiment joué. Critique du film ou critique des ministres? Je sais pas. Critique, non, les 2 ministres, ils ont fait une forme de critique du film pour expliquer pourquoi il n'est pas valable à être montré aux Israéliens. Mais finalement, le film a été montré et la projection était une expérience, comment dirais-je, puissante, très puissante. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. Avant la projection, on était tendu, il y avait des menaces. Après il y avait quelques personnes dans la salle qui ont poussé des cris. Et après, il y avait un débat. Et lors du débat, avec un réalisateur israélien, Harry Folman, qui a fait Valse avec Bachir, donc il y avait un débat autour du film. Et en plein débat, il y avait un couple, certains agents de sécurité à l'entrée qui lui ont demandé de m'arrêter puisque j'exagère. Ils ont dit la personne exagère tous les temps, il faut l'arrêter. Donc, pas arrêter la parole, m'arrêter, m'emmener à la police. Donc ça c'était, mais finalement des réactions étaient assez bouleversantes pour moi. Et je répéterai ce que je dis toujours, alors que je lis souvent dans les papiers que le film est surréaliste ou fou ou parfois excessif, parfois dans le bon sens excessif, mais pour les gens dans la salle, le film était une description extrêmement fidèle de leur vie, je pense. Pour eux, c'était du néoréalisme. Donc c'est un sentiment, tu as l'impression de faire quelque chose. Enfin, quand tu as l'impression de permettre aux gens de voir ce qu'ils savent déjà, mais il y a quand même une forme de passage entre un savoir passif et vraiment, je ne sais pas, digérer ça dans une salle de cinéma. Donc ça a encore renforcé chez moi les sentiments que le film doit absolument sortir en salle en Israël, etc. Après, je ne sais pas, j'imagine. Il y a toute une formalité. Le ministre de la Culture l'a attaqué, évidemment, sans les voir. Il a dit qu'il n'a pas l'intention de voir le film, mais qu'il acceptera de voir quelques morceaux. Et donc, mais bon, je ne sais pas. Je promets de vous dire plus après la sortie, mais en ce moment-là, je pense qu'on fait quand j'ai réalisé ce film, c'est pour ça aussi je pense que ce film me fait un peu peur aujourd'hui, et quand je pense sur la suite, parce que quand j'ai réalisé ce film, à l'opposé, on l'a toujours un peu, mais je pense à cause des conditions du tournage, puisque le film était tourné en pleine catastrophe, qui depuis s'aggrave.
mais déjà été tourné en plein désastre. Et donc j'ai eu ce sentiment apocalyptique moi aussi, et j'ai eu le sentiment que je suis en train de faire mon dernier film, soit voir le dernier film. Enfin, je me suis dit, il n'y a pas d'aimant, d'aimant n'existe pas. Et je pense que ça se voit d'une certaine manière dans les films. C'est pour cela aussi que je pense qu'il est tellement dense, parce que je voulais garder... Parfois, par exemple, quand j'ai fait un film, pendant la réflexion sur un film, j'ai eu une idée d'une mise en scène, d'un plan, d'un moment. Et je ne trouve pas un moyen d'intégrer cette idée dans le film, donc je prends une autre, je me dis, bon, pour ça, je le garderai pour le prochain. Là, je n'ai rien gardé pour le prochain, parce que dans ma tête, il n'y avait pas un prochain. Donc, pourquoi j'ai raconté tout ça? Tu l'as écrit Non, c'est là, quand, c'est- Nadav, tu l'as écrit quand? Le film, il a été... J'imagine qu'il y avait plusieurs... Oui, mais disons le début, l'idée. le film, il avait deux naissances. Enfin, je me dis que le film, il est né 2 fois, donc il est mort aussi une fois. Et il est né 2 ans, je pense, à peu près 2 ans avant le 7 octobre, comme un film sur la soumission, je pense que je me suis cherché au terrain de la soumission, alors que mon film précédent, je pense, c'était une sorte de démonstration d'une résistance excessive qui t'amène finalement à une impasse. Et d'une certaine manière, je pense que le film précédent, Les Genoux d'Aide, était sur quelqu'un qui a le sentiment qu'il est né, que son rôle dans ce monde, c'est de dire non. Et qu'il est né pour ça. Que sa seule obligation envers ce monde-là, et sa seule manière d'exister. Et finalement, il se rend compte qu'il n'en est pas capable, qu'il n'est pas à la hauteur. Parce qu'à la fin, il y a un moment, je mais quelqu'un, enfin, il y a une jeune femme qui lui dit sois bon, et il commence à pleurer. En fait, il n'arrive pas à tenir ce vœu de dire toujours non. Et pour moi, ça c'était, je me suis dit, bon, je ne peux pas. Ça m'intéresse, enfin, je ne sais pas comment aller au-delà de ça dans ces pistes. Et en plus, je pense que le film essaie de décrire les limites du non. Les limites et les côtés désastreux aussi de la vie comme un refus permanent. Et même si c'est le bon choix politique, idéologique, etc. Et donc là, je me suis aventuré au terrain du oui. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai un enfant. Il y a une très belle scène d'ailleurs du personnage avec son fils qui lui pose cette alternative-là du oui et du non. Qu'est-ce qu'on doit dire au monde, quoi? Oui, parce que tu ne veux pas lui transmettre un héritage tu ne veux pas élever notre génération des Don Quichotte. Tu ne veux pas, je pense, lui transmettre un héritage de, je sais pas, vivre avec une sorte de vivre en cherchant une vie alternative tout le temps. N'est pas au lieu il y a un moment où il faut comprendre que c'est le seul monde qui existe, qu'on l'aime ou pas. Donc il y avait tout ça. Et le film était, le scénario était déjà terminé. Une parenthèse. Et dans les scénarios, il y avait les enfants qui chantaient. Non, il n'y avait pas les enfants. Mais tu peux un peu raconter cette histoire de la chanson? Et... À quel moment? Qu'est-ce qui était dans les textes? Oui, donc si je continue, donc en fait, et là il y avait, et même on a pensé de ne pas tourner le film en Israël dans un moment avec la productrice, parce que bon, moi en fait je me suis amusé à l'idée que ce sera mon premier film hors d'Israël, détaché d'Israël. Je me suis dit tout ça c'est vrai pour tout le monde, le oui, le non, la soumission, la vulgarité, la stupidité,
qu'est-ce qu'on fait avec ces mondes sensibles et comment on vit, etc. Tout ça, c'est vrai pour le monde entier, donc pourquoi le film Tel Aviv? Et là, et alors qu'on réfléchit à toutes sortes d'options, c'est arrivé le 7 octobre, et un tout renversé, et moi je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire ce film. Et là, je suis allé en Israël pour tenter de comprendre, et j'ai vu pas mal de gens pour écouter. Et ça c'était la naissance du nouveau film, et qui était déjà imprégné sur ce que j'ai vu, sur ce mélange entre un pays, j'ai rencontré un pays en deuil, en tristesse, et aussi déjà un peu en folie, et aussi déjà un peu en excitation, mais encore, je pense que j'étais là, c'était 2 semaines, je pense que j'étais là dans le point du passage. Il y avait déjà un bombardement, mais du point de vue des gens, je pense que c'était un peu la traversée du deuil à l'excitation et à la vengeance et à la folie. Mais le deuil, c'est quelque chose de tendre. Et moi aussi, j'étais en deuil. Enfin, 7 octobre, c'était affreux. Donc, du coup, je trouvais au début, en atterrissant en Israël, je me souviens encore du moment où les roues de l'avion touchaient les pistes d'atterrissage, je sentais une forme d'empathie que je sentais jamais par rapport à Israël. Et je pense que bizarrement existe aussi un peu dans le film. Et en même temps, quand je suis parti 2 semaines plus tard, quand je suis reparti 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, ça m'était assez évident qu'on va vraiment vers le pire du pire. Et la vengeance, et ça. Mais je cherchais encore un spectacle audiovisuel. Et je pense qu'une semaine plus tard, un ami m'a envoyé par WhatsApp ces clips qu'on voit dans le film, pour ceux qui l'ont vu, qui jouent dans le film le rôle d'Elim, du nouveau hymne israélien, qui est une initiation d'une association qui a été fondée juste après le 7 octobre pour remonter la morale du peuple. Donc ils ont pris... Et des troupes. Et des soldats qui étaient en train de se ruer sur Gaza et qui regardaient comme on regarde en Israël aujourd'hui Gaza, comme une sorte de Sodome. Comme une sorte de Sodome qu'il faut vraiment éradiquer. Et donc, cette association, ils ont pris une chanson légendaire, mythologique, israélienne, qu'on a chantée toujours dans les écoles, les lycées, et ils ont réécrit, ils ont perverti les paroles. Seule chose qui restait, c'est cette idée qui est déjà un peu douteuse, de l'amour sanctifié par le sang, qui est un grand mythe israélien, mais sinon ils ont perverti les paroles, ils ont filmé des enfants qui chantaient ces paroles, donc on voit des enfants qui chantent comment ils vont assassiner les enfants des autres. Donc et moi, quand j'ai vu le film, c'était surréaliste. Je ne savais pas du tout, je connaissais pas du tout ce film. C'est surréaliste. Il y a un côté complètement surréel en disant que c'est pas possible. En tant que spectateur, quand on reçoit comme ça, après j'ai lu et je me suis informé sur cette histoire-là. Le carton final. Et oui, il y a le carton final qui nous informe. C'est surréalisme, ça vient du YouTube. Donc je veux dire, c'est une sorte de cauchemar et de l'actualité. Je pense. Question. Si j'ai bien compris, il y a eu un financement de l'Institut de film d'Israël. Du coup, je me demandais s'ils ont lu les scénarios avant ou comment ça s'est passé. Ça me paraît intéressant. Tu veux répondre Ouais. à la place? On en parle, je le fais parce que comme on en parle beaucoup dans le livre, et donc Israël Film Fund, en l'occurrence, donc c'est un comité en fonds indépendant. Ce sont des gens très courageux, par exemple le CNC en France, qui lisent des scénarios, qui décident d'allouer des fonds. Donc ce sont des gens complètement indépendants du ministère de la Culture, en l'occurrence, ou du gouvernement de Netanyahou. Voilà, et c'est par ailleurs une nouvelle directrice, Greg, qui a pris la direction après le Jeune Daed et qui dirigeait avant le Festival de Jérusalem et qui a même validé
le fonds alloué par ce fonds après la réécriture du film par Nadav, après le 7 octobre, en son nom propre en l'occurrence. Voilà, donc ce sont des questions. Voilà. Les fonds sont vraiment donnés par des gens très courageux qui font, dont il faut saluer le travail parce qu'ils risquent leur poste en donnant de l'argent pour un tel film, je crois. Je sais pas si tu veux préciser. Oui, c'était un peu. Enfin, c'est un fonds professionnel, ils ont lu les scénarios, et il y a des choses qu'ils ont aimées, il y a des choses qu'ils n'ont pas aimées. C'est vrai qu'ils montrent une certain courage en soutenant ces films. Et on connaît tous, oui, il faut pas, on connaît tous les questions qui touchent le financement du cinéma israélien, qu'est-ce que ça veut dire prendre de l'argent Israël. Moi, je me pose, enfin, le film, il a eu ce fonds en 2022, ou 2021 peut-être. Et moi, je me pose ces questions aussi aujourd'hui. Moi, je ne sais pas encore exactement quoi en penser. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Moi, quand je vois en Israël, il y a, je ne sais pas pourquoi, mais en Israël, bon, je peux m'imaginer, mais en Israël, quand tu obtiens l'argent du fonds, après, selon les contrats, tu es obligé de mettre un carton du ministère de la Culture. Or, le ministère de la Culture n'est pas. Enfin, le ministre de la Culture, aucun politique, aucun fonctionnaire n'a même pas vu le film, il n'était pas au courant de l'existence du film. Mais ça ne change pas le fait que moi, ça ne me réjouit pas de voir ça au début de mon film. J'aime pas l'idée que la main sale et tachée de sang de ces gens est posée sur mon film. Et je pense qu'il y a une place. Pour moi, c'est pas une question simple. Enfin, je pense que c'est-à-dire, j'aimerais juste dire que si on décide que l'argent israélien est à partir de ce moment taché du sang, même quand il arrive de la part des gens qui sont finalement des gens vraiment courageux et qui sont en plein combat et en pleine bataille pour garder une liberté du cinéma. Mais si on décide que, peu importe, qu'à partir de ce moment, tout ce qui est lié à ces pays est interdit, je pense que, disons, je dirais ça comme ça, je pense que le monde doit se poser la question si ça l'intéresse de voir des films qui viennent aujourd'hui du côté des Israéliens, donc qui vient du côté de eux qui sont en train de commettre les crimes. Si on dit que le seul film doit être fait par des victimes, on peut se débattre, oui. Mais si on dit que le seul film doit être fait par des victimes et que on ne veut pas entendre ça, ok, donc j'accepte. Mais si on dit que on aimerait aussi comprendre des films qui viennent, qui sont faits par des gens qui appartiennent aux faiseurs du crime, que c'est intéressant de voir Tel Aviv. Je pense que dans les films, je pense qu'on voit Gaza. Combien de fois on voit aujourd'hui Tel Aviv? Je pense que c'est intéressant de voir Tel Aviv aujourd'hui. Moi, j'ai dit déjà à Morgan que, sans faire comparaison directe, mais moi, je rêve toujours sur un film qui n'a pas été fait, qui ne se fera jamais, évidemment, mais un film que Fritz Lang aurait fait à 41 en Allemagne. Fritz Lang qui aurait tourné un film à Munich. Moi, j'aurais adoré de voir Munich et à travers le regard de Fritz Lang. On aurait aussi aimé et voir un film fait par les prisonniers à Auschwitz, évidemment. Bon, tout cela. Mais moi, j'aurais voir ce film. Et moi, je pense que c'est intéressant de voir ce genre de film. Mais ce que je veux dire, c'est que si à partir de ce moment, l'argent israélien est sale en bas, c'est qui est OK. Mais le monde donc doit traiter les cinéastes israéliens comme il traite les cinéastes iraniens. Il doit assumer la responsabilité de laisser ces gens qui ne peuvent plus être financés trouver des moyens de faire ces films.
Vous dites OK, moi je pense que vous avez tort. Je ne suis pas sûr que vous le pensiez vraiment, parce qu'à partir du moment où vous dites OK, ça laisse la porte ouverte. Les organisations sinistres, à mon avis, et la fête de l'humanité ont voulu boycotter votre film en disant ah, il y a un peu d'argent israélien, donc Diabolus, etc. Donc il ne faut pas dire OK, vous faites votre film, les Palestiniens pourraient fonder le film, mais votre point de vue est absolument justifié. Il ne faut rien concéder à ces organisations du genre Palestine sauvera le cinéma. Hein. Même le slogan, la Palestine sauve le cinéma. À la limite, l'inverse. On pourrait dire le cinéma sauve la Palestine si on pense que le cinéma a une efficacité comme le cinéma américain dans la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi nous combattons le cas? La Palestine sauve le cinéma. Et ce sont ces gens qui, à la fête de l'UMA, disent ah, il y a de l'argent israélien, c'est le sale, il ne faut pas le montrer. Donc je ne suis pas d'accord avec OK. Non, je dirais une dernière chose par rapport à ça. Je pense que pour moi, enfin, je dirais quelque chose au-delà des questions procédurales, qui ne sont pas procédurales, modèles qui sont procédurales. Moi, Dieu sait que, enfin, ou c'est lui qui a vu mes films, je pense qu'il n'épargne pas Israël. Moi, bon, c'est évident ce que je dirais, mais moi, je ne me sens pas comme. Moi, je me sens pas enfin, j'ai pas l'impression qu'être israélien en soi est enfin, je me sens pas comme un pécheur puisque je suis israélien. Je me sens pas je me sens pas une sorte d'infériorité morale innée par rapport à qui que ce soit, vu le fait que je suis un cinéaste israélien. Et je me sens non plus que j'ai une sorte j'ai pas l'impression que machin ou machine qui sont allés à une manifestation place de la République et ont hurlé Free Palestine ont forcément une leçon de morale à me donner. Donc oui, je pense qu'il faut dépasser. Je ne sais pas. Ce sera pas mal c'est clair que ce sera pas mal que ce débat ou que ces discussions soient dans certains niveaux et pas aussi stupides. Peut-être que les gens qui disent ça voient ton film. Peut-être déjà. Oui, c'est déjà pas mal parce que sinon vraiment ça les pose un peu au même endroit du ministre israélien ou du ministre de la Culture. Ça crée une alliance étrange, je pense. Je trouve que quand on voit ton film aussi, il y a la présence du hors-champ, l'omniprésence. C'est ce que j'ai vu les émissions que tu as fait aussi, où il y a une discussion et je peux comprendre au bout d'un moment où ce hors-champ n'existe plus, c'est-à-dire qu'on parle des justifications, de la morale, de pourquoi, et en fait, il y a un grand absent, même dans ces discussions. Et ce grand absent, il n'est pas là dans ton film, il est là en permanence. Le hors-champ est là dans les bombes, il nous oppresse, il le rend présent. Et c'est pour ça que moi, je salue ton film à ce niveau-là et que je le trouve assez exemplaire. Vous voulez aller en famille? Non, pas. Merci, monsieur, d'avoir dit ça, d'abord. Je crois que vous êtes monsieur d'Harmonie, donc merci. Et je pense que c'est très important parce que moi, militant un peu sur ces questions-là en ce moment, enfin depuis longtemps, mais en ce moment c'est évidemment beaucoup plus difficile. On reçoit toute la journée, là, tout le monde veut vous boycotter. Je veux dire, moi je reçois des trucs de BDS, de l'association palestinienne, ils ne discutent pas une seconde. Vous avez de l'argent israélien, donc vous devez sortir d'ici tout de suite. Comme c'est arrivé pour des chefs d'orchestre, il y a des fois c'est un peu, d'ailleurs on peut discuter là-dessus. Moi je ne suis pas en train de juger personne parce que c'est tellement complexe et que je crois que chaque cas est difficile. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que quand même, des gens qui devraient voir ce que vous dites et ce qui est dit. Excusez-moi, j'ai pas vu le film, alors je ne parle pas très bien parce que je l'ai pas encore vu. Mais ce que vous avez l'air de dire en tout cas. Eh ben non, c'est ce qui compte, c'est quand même que vous êtes israélien, point grave. Donc il faut en tenir compte. C'est un peu grave. Bon, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je sais pas comment dire. J'ai le sentiment qu'il y a, bon voilà, évidemment, qu'on le veuille ou pas, personne n'en parle, mais on est en pleine politique, on est en plein débat, sur des choses difficiles, et en même temps, c'est comme si on n'avait pas le droit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on évite, nous n'osons. Non, attention, on est dans l'art. Et moi qui suis musicien, je suis désolé, mais je me considère pas du tout comme un artiste, jamais.
parce que ça ne veut rien dire pour moi. Bon, donc j'ai un tout petit peu un sentiment, excusez-moi, qu'il y a un contournement. On parle d'art parce qu'on n'ose pas parler de politique, mais en même temps on parle que de ça. Et je sais pas, je trouve que ça repose des vieilles questions sur art et politique. Qu'est-ce que c'est moi je suis musicien par exemple, et Yehudi Menuhin disait toujours si j'arrive à jouer la chaconne magnifiquement bien dans la chapelle Sixtine et que c'est vraiment comme je veux, le monde sera changé. Bon, on a pu se rendre compte que c'était pas tout à fait vrai. Mais en même temps, je pense que l'art ne peut pas être non plus une espèce d'excuse à ne pas dire les choses franchement, ou d'excuses à dire des choses qui seraient outrées. Je dis ça parce que j'ai entendu que ça dans des interviews ou dans des trucs sur vous à la télé. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est un artiste. Donc même s'il y a des outrances, même s'il y a des choses caricaturales, et c'est un vieux truc aussi, la caricature comme art, quoi. Donc on peut dire du coup ce qu'on veut, puisque c'est de l'art. Et j'ai un vrai problème. Enfin bon, je m'excuse parce qu'en même temps je parle de ça alors que j'ai pas vu le film, c'est un peu honteux. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le voir aujourd'hui, mais justement je faisais des répétitions, je suis désolé. Voilà, je vous promets que je vais le voir le plus vite possible, mais il n'est pas sorti il y a si longtemps. Et voilà, mais bon, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, le truc de l'assistance sur essayer de vous faire boycotter en France, pas par la droite israélienne, enfin, sans doute qui veut aussi, ça, sûrement, ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais aussi par les gens qui devraient être très contents que ce film soit sorti. Voilà. Peut-être que le livre sera boycotté également. Et je précise que quelque chose que j'ai appris dans le livre, c'est que Canal+ refuse, c'est un nom systématique à été fini. Canal+, un des plus gros financeurs du cinéma français. Ah ouais? Madame Lapide. Quoi? Je savais pas. Quel quoi? Canal+. Je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. Oui, je sais, enfin, j'ai l'impression, j'avoue que j'ai pas un dialogue ouvert avec je ne sais pas, avec les patrons de Canal+, Vincent Bolloré, mais j'ai l'impression que d'une certaine manière, il paraît que je suis un peu blacklisté chez Canal+, et je suis sûr que je ne suis pas les seuls. Enfin, j'ai entendu déjà quelques noms de cinéastes français aussi. Et je peux dire que pour ce film-là, enfin, ils n'ont jamais soutenu mes films, mais pour ce film-là, et en fait, après le 7 octobre, on ne pouvait plus trouver de financement pour le film, nulle part. Et on était vraiment dans une impasse totale. On ne savait pas quoi faire avec Judith Levy, la productrice. Il y avait même une sorte de festival on est allé à Cannes, mai 2024, presque comme des clochards. On a fait la Manche comme ça, on a fait un tour des yachts. Oui, un peu comme Ingrid et Jasmine dans le film. On n'a pas léché des beautés des oreilles, mais on n'était pas loin. On n'était pas loin. On a fait vraiment une sorte de tour des yachts. Salut. Et on a entendu. Enfin, moi, il y avait plein de détails que j'ai vus là-bas, dans ces tours des yachts, dans ces dîners avec ces gens extrêmement riches, qu'après j'ai emprunté au film. La personne dans le resto qui dit aux servants, amenez-moi tout ce qu'il y a sur la table. Oui, tout le menu, par exemple. On l'a vécu dans un dîner, toutes sortes de détails comme ça. Mais on n'a rien on n'a rien eu de tous ces dîners, ces rencontres. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de gens là-bas qui me disaient, au tout début, ils me disaient, on pourrait considérer soutenir votre film si vous allez nous faire une promesse de ne pas dire du mal d'Israël. Pourquoi j'ai raconté ça? Parce que le film a été sauvé par une boîte de prod qui s'appelle Shifumi, qui faisait jusqu'à alors des films extrêmement commerciaux, L'amour ouf, toutes sortes de trucs comme ça qui sont très différents, mais qui étaient vraiment très intéressés par le scénario, qui ont mis beaucoup d'argent privé, et eux, ils avaient l'habitude toujours d'avoir Canal+ pour le film. Je pense que ça n'est jamais arrivé de ne pas avoir Canal+. En fait, ils ne connaissaient pas
pour eux, Canal+, c'est presque une sorte de banque. On vient, on montre les films, on sort avec au moins, je sais pas, des millions. Et ils étaient persuadés que parce que moi, je me sentais un peu mal pour eux, quoi, parce que je savais ce qui va arriver, mais j'essayais quand même de leur donner, enfin pas trop, mais de leur donner des petits aversements. Je leur dis, vous allez voir, peut-être cette fois-ci ça va pas être si facile et tout. Et ils étaient choqués, puisque je pense qu'à Canal, ils ne voulaient même pas lire le scénario. Et ils disaient un truc du genre, et dans ce conflit, on n'est ni pour les uns, ni pour les autres. Ce qui m'a rappelé, bon, je vais pour la deuxième fois citer Godard ce soir, mais ce qui m'a rappelé cette phrase de Godard, et qu'est-ce que c'est être objectif, c'est, je sais pas, dans le cinéma ou dans le télé, c'est 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. Donc Canal, ils ont refusé. Et si je peux me permettre, je trouve que, je trouve ça assez pas à l'honneur du cinéma français que tout le monde sait que cette réalité existe, qu'il y a des cinéastes qui ne peuvent pas avoir Canal+, que à cause des raisons politiques, sans aucun lien à la qualité du film, et que des gens acceptent ça, puisque eux, ils obtiennent ces financements. Je peux dire qu'en Israël, où vraiment la situation et l'état des cinéastes est 1000 fois plus vulnérable et 1000 fois plus fragile que ceux des cinéastes français, parce que chez nous, des choses comme en temps de spectacle, c'est une légende, c'est un conte de fées. Les gens n'arrivent pas à croire que ça existe réellement. Et il y a presque pas d'aide, il y a pas... Des gens vraiment... je pense qu'un cinéaste israélien moyen passe 90% de la journée à parler de fric. Et pas des fric pour les films, des fric pour vivre. Donc l'État, je pense que comme un peu partout dans le monde, mais il y avait un fonds chez nous. Chez nous, il y a deux fonds de cinéma, deux CNC. Il y avait un fonds qui est devenu de plus en plus proche du gouvernement avec les années. Et pour flatter la ministre de la Culture, ils ont intégré dans les contrats qu'ils signaient avec les producteurs des rubriques qui disaient qu'un film ne peut pas renier ou ne peut pas douter de l'existence d'Israël comme un pays juif et démocratique. Et qu'il ne faut pas faire atteinte aux symboles nationaux, à l'hymne, au drapeau, etc. Toutes sortes de conneries comme ça. Et très vite, on a organisé une sorte de combat de cinéastes. Et 400 cinéastes ont signé une pétition qu'ils ne vont pas présenter leur projet, qu'ils ne vont pas envoyer leur projet de film à ce fonds. Ce qui était vraiment... Enfin, moi, je finance mes films surtout avec l'argent des impôts, enfin, l'argent de l'État français. Mais pour ces gens-là, c'était vraiment... Ça voulait dire ne pas faire leur film. Et ils ont fait cet acte, et c'était très courageux. Finalement, le fonds était obligé de céder à la pression et de retirer ces articles. Donc moi, je trouve ça bizarre que les cinéastes français qui sont vraiment dans un état très différent, n'ont pas le courage de se réunir pour se battre contre l'idée qu'un fonds tellement important du financement du cinéma français devient un outil de censure politique. Merci. Justement, à propos de censure, je me demandais quand tu disais que tu avais reçu les fonds israéliens et qu'ils n'ont pas aimé certaines choses, d'autres choses ils ont aimé, est-ce que ça a impacté ton travail? Est-ce que tu as dû... Bon, moi, bien sûr, j'ai vu le film, je trouve que tu vas jusqu'au bout et je trouve que tu es vraiment très courageux et ça n'a pas du tout l'impression d'être aucune censure, mais je me demandais si ces fonds exigent quelque chose
de la part du réalisateur. Et voilà, si tu as dû changer quelque chose. Non, jamais rien. Je pense je sentais dans un moment une forme d'inquiétude de leur part. Plus le tournage s'approchait, plus il y avait une inquiétude. Mais cette inquiétude n'a jamais été traduite. Et ils ont vu une façon de montage et ils donnaient quelques commentaires, très peu, mais non, jamais il y avait une question de... Question. Oui, j'avais une question, c'était par rapport à ce que vous disiez récemment lors d'un entretien, qu'il fallait, selon vous, renvoyer un miroir, si j'ai bien compris, à la population israélienne pour qu'elle s'aperçoive de ce que des actes qui sont commis au nom de leur pays. Et en fait, moi, je m'interroge sur l'état de conscience des Israéliens actuellement, c'est-à-dire est-ce que déjà le fait qu'on parle de génocide, parce que c'est quand même de ça dont on parle, est-ce que c'est débattu, est-ce qu'il y a des gens qui prennent la parole, parce que c'est quand même étonnant de... Enfin, en fait, moi, j'arrive pas à comprendre comment ils ont l'air d'être assez coupés de ce qui se dit dans le monde, et pourquoi il n'y a pas des personnes dans le pays qui sont des intellectuels, ou même pas que, hein, des gens qui ont la chance de pouvoir parler publiquement, de pouvoir s'exprimer, d'être entendus, qui est une remise en cause de ce qui se passe, de ce gouvernement d'extrême droite, de ces actes qui sont abominables. Et surtout, en fait, je pense que là, maintenant, on ne peut même plus commencer à essayer d'excuser certaines personnes ou en fait de faire une forme de psychanalyse de cette société, parce qu'il y a urgence. Enfin, il y a des enfants qui meurent tous les jours, et pas que, des femmes, des civils, quoi. Et en fait, quand vous disiez que vous vouliez sortir le film en salle, je me demandais quelle est l'urgence pour vous, parce que en fait, ces gens n'attendent pas, ces gens qui sont massacrés n'ont pas le temps d'attendre, en fait. Et donc je ne sais pas si pour vous c'est un génocide, s'il y a urgence, et comment mobiliser de l'intérieur, parce que je pense que ça me paraît un peu simple de dire qu'il faut que ce soit les pays du monde de l'extérieur qui leur envoient leur propre image. Je pense que c'est en interne que les choses doivent aussi bouger fortement, et là je suis choqué de voir que c'est pas le cas, en fait. Et en fait, je ne sais pas trop quoi dire. Enfin, ouais, je suis pas. Moi, je suis. Enfin, d'ailleurs, je pense que cet aveuglement, c'est un des sujets du film. Cet aveuglement, c'est un sujet même essentiel du film. Peut-être de toute la première partie du film, toutes ces questions de voir, de ne pas voir, d'écouter, de ne pas écouter. Et je suis totalement d'accord avec vous. Enfin, si vous me demandez comme un individu, qu'est-ce qu'il faut faire, donc moi je pense qu'il fallait, moi je pensais qu'il fallait sanctionner Israël il y a avant le 7 octobre, bien avant le 7 octobre. Moi je pense que c'est Israël, que le fait qu'il y ait un pays qui profite d'une forme d'impunité inexplicable et qui transgresse la loi internationale encore et encore et encore. Quand je vois l'exemple de la Russie, quand je vois l'exemple de l'Iran, qu'Israël n'est pas traité d'une telle manière, je pense que c'est une tragédie aujourd'hui pour le Gazaouite, mais c'est aussi une tragédie pour Israël, parce que ça donne la pire leçon à ces pays. En fait, ça crée un sentiment qu'on peut tout faire, on ne sera jamais puni. Mais après, je pense que les Israéliens ne se voient pas du tout comme les mauvais dans cette histoire. Je pense que c'est ça, que par rapport à ça, ils sont vraiment à l'ouest ou à l'opposé de tout ce qui. Je pense que même des bons Israéliens, il vous dira qu'on est face à un ennemi cruel, terrible, toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'on aurait dû faire mieux, qu'il y a des choses qui sont pas justifiées, etc. Mais ils n'iront pas
au-delà de ça. Ils ne comprennent pas qu'en Israël, on grandit tellement, tellement avec les sentiments. Et c'est toute la lecture de la manière qu'on lit notre récit et notre histoire et la manière que le pays a été fondé et pourquoi le pays a été fondé. Et par moments, c'est vrai aussi, mais on grandit tellement avec cette idée qu'on est les bons et qu'on a bataillé face à une forme de mal. Et que ces batailles accompagnent, encore une fois, avant les motifs pour lesquels le pays a été fondé, puis la fondation du pays, puis les premières années, puis les guerres. Et je pense que il paraît que c'est extrêmement compliqué. Je ne suis pas du tout en train de protéger, de défendre, vraiment, c'est pas du tout, mais je pense qu'il faut traiter, encore une fois, Israël de la manière la plus dure possible et qu'il faut, évidemment, là, on est dans un moment d'urgence absolue. Je pense que c'est pour moi, les leaders de l'Union européenne qui n'arrivent pas à imposer des sanctions tombent aussi du mauvais côté, du pire côté de l'histoire. Mais je pense que si on s'intéresse à ça, à la manière que les Israéliens vivent leur vie, ils voient, je pense, 95% des Israéliens voient les choses d'une manière très très différente. Très très différente. Enfin, même eux qui ont énormément de critiques sur les gouvernements, c'est même pas une question de dire génocide ou pas génocide. Ils voient les photos, les images, oui, mais pour eux, ils sont aussi des victimes ou des victimes potentielles. Et il y a enfin, l'image de l'existence d'Israël comme une guerre entre le bien et le mal a été tellement, je pense, cultivée pendant des années, qu'aujourd'hui, parmi une énorme partie des Israéliens, la seule question c'est des nuances. À quel niveau on est encore bon? Entre eux qui pensent qu'on est 100% bon et qui pensent qu'on est 80%. Et je pense qu'il faut dire aussi qu'on consomme une propagande. Je vous assure que si vous auriez visionné, je ne sais pas, les journaux télévisés en Israël pendant 3 semaines, vous m'auriez aussi expliqué qu'Israël est du côté du bien, et les Hamas, ou les Gazaouites sont là. C'est un tel lavage de cerveau, que c'est... Et c'est aussi en Israël, c'est très compliqué, c'est très facile de parler du gouvernement, mais l'armée en Israël, c'est nous. Enfin, l'armée, c'est très compliqué. Des gens qui sont en train de condamner l'armée, ils doivent condamner leurs propres enfants, qui font en service. Après, encore une fois, je ne suis pas du tout en train de le défendre. Moi, je pense que c'est affreux. Mais je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas du tout, il y a zéro distinction entre les soldats et le peuple. Donc les soldats, c'est leurs enfants, c'est leurs parents, c'est leurs frères, donc ça exige des gens une forme de courage et de pensée indépendante qui est l'apanage de très peu. Le temps passe. Le temps passe. On a parlé de... Forcément, le film nous ramène à l'actualité, à ces sujets-là. Allez voir Yes. Je trouve que ton film est aussi une parabole et bien plus, ne parle pas que du conflit israélien. Moi, je l'ai vraiment entendu. Il s'adressait aussi à tout un chacun dans nos démocraties, dans nos fonctionnements démocratiques. Là, tu viens de parler de propagande. Mais je film de revenir et de te poser des questions, toi en tant qu'Israélien, qu'est-ce que tu penses de... Je pense que c'est... il y a quelque chose qui fait retour, qui est forcé, quoi, et parce que tu parles d'où tu es, et nous, on pense qu'on reçoit le film. Et il y a surtout ton fils qui t'attend impatiemment, qui est en plus avec le micro. Donc on va s'arrêter là. Un grand merci à Nadav, un grand merci à...
faire la dédicace ici, si ça vous va. Les livres, vous pouvez acheter les ouvrages, donc Madame la fille des un combat à la caisse. Et voilà. Et on va couper le son, sinon on va